Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit sur BFM TV. À la une de l'actualité, c'est désormais officiel. Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison. L'attaquant a publié une vidéo ce vendredi soir sur ses réseaux sociaux. Un départ après 7 années passées au club parisien. Kylian Mbappé laissera derrière lui une pluie de records pour le Paris Saint-Germain. On y revient dans un instant. Et puis encore, beaucoup de questions se posent après le drame qui a eu lieu jeudi soir dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris. 2 policiers ont été grièvement blessés par balle par un homme interpellé qui a réussi à s'emparer de l'arme de service d'un des policiers. Une offensive terrestre israélienne sur Rafah conduirait à une catastrophe humanitaire colossale. Déclaration faite par le secrétaire général de l'ONU au moment où les opérations militaires contre le Hamas dans la ville surpeuplée de Rafah paralysent l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. C'est donc officiel, Kylian Mbappé quitte le PSG et quitte la France. La star l'a annoncé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux ce vendredi soir. Il va laisser un vide immense dans la Ligue 1 et plus particulièrement dans le club parisien. L'annonce du capitaine de l'équipe de France n'est pas vraiment une surprise. Dès le mois de février, la superstar avait informé ses dirigeants qu'il ne renouvellerait pas son bail à Paris débuté en 2017. On écoute Kylian Mbappé. Depuis le temps, j'avais toujours dit que j'allais m'adresser à vous quand le moment serait venu. Et donc, je voulais vous annoncer à tous que, voilà, c'est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche. C'est difficile. Je ne pensais pas que ça allait être aussi dur d'annoncer ça, de quitter mon pays, la France, la Ligue 1, un championnat que j'ai toujours connu. Mais je pense que j'avais besoin de ça, un nouveau challenge après 7 années. Kylian Mbappé ému. Écoutez l'analyse à présent de Daniel Riolo, qui était l'invité de BFM TV ce vendredi. Bon, évidemment, c'est tout sauf une info. On le savait depuis l'été dernier. C'était juste le jour de l'officialisation qui restait un petit peu un suspense. Maintenant, si l'annonce de son départ n'était pas une info, c'est la forme. On se demandait un petit peu comment ça allait se passer. J'ai espéré longtemps qu'il fasse enfin quelque chose un petit peu naturel dans sa vie. Malheureusement, il est visiblement l'incarnation du modernisme dans le football et donc de tous ces joueurs qui ne veulent communiquer qu'en maîtrisant totalement ce qu'ils font et donc cette communication par le biais des réseaux sociaux puisqu'il l'a fait conjointement sur X et sur Insta. Qu'est-ce que ça donne au final? Ça donne une annonce où chaque mot semble peser au millimètre, chaque virgule, où il fait bien attention de n'oublier aucun entraîneur, aucun directeur sportif, ses coéquipiers et évidemment un mot pour les supporters. Il a bien entendu ces dernières semaines beaucoup de critiques quant à son attitude. Alors évidemment, son conseiller en com a rectifié et a ajouté une petite phrase pour qu'il fasse amende honorable et en précisant qu'il ne s'est peut-être pas toujours bien comporté, qu'il n'a pas eu la bonne attitude. Bref, au final, ça donne quelque chose d'extrêmement plat, d'extrêmement contrôlé, de pas du tout sincère, pas du tout naturel. Vraiment, je pensais qu'enfin, il allait nous lâcher quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Et au final, ça donne quoi? Un premier de la classe qui a dû répéter pendant 3 jours, mot pour mot, ce qu'il allait dire, à se demander s'il a fait ça en une prise ou s'il a pris un réalisateur pour lui faire répéter 1000 fois la scène. Je suis assez déçu de l'annonce, en tout cas de la forme et de la façon dont il annonce son départ. C'est malheureusement un peu à l'image de ce qui s'est passé cette année autour de lui. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, avant d'évoquer évidemment tout cela avec Lionel et Valentin, 7 ans au PSG, 255 buts, meilleur buteur de l'histoire du club, ça reste, on se bat évidemment sur les superlatifs, mais ça reste une légende du PSG. C'est comme ça qu'il faudra s'en souvenir. Non, mais évidemment que être le meilleur buteur de l'histoire du club, ça compte. Évidemment qu'il a fait. Moi, j'ai toujours, surtout sur ces dernières semaines où il a été extrêmement critiqué, j'ai toujours essayé de dire qu'il ne fallait surtout pas oublier ce qu'il avait fait et qu'il fallait bien se rendre compte qu'on avait eu un joueur absolument extraordinaire au Paris Saint-Germain. Maintenant, vous savez, dans le sport, mais j'ai presque envie de dire comme dans tout. Enfin, l'affect, ça compte quand même. La relation que vous créez avec les gens, c'est un petit peu plus fort que les statistiques. Et lui, dans la façon très NBA, très américaine qu'il a de voir le sport, ce côté sans attache, ça déplaît.
ça empêche de créer un lien. Et c'est ça qui fait que l'annonce de son départ, finalement, en tout cas, je le répète dans la forme, est une déception. S'il faut simplement dire, regardez les chiffres, regardez les stats, regardez tout ce qu'il a fait, c'est génial, bon, ok, très bien. Mais si la vie n'est qu'un tableau de stats, si la vie n'est qu'un score, bon, ben, ça veut dire que vous ne regardez pas ce qui a été fait. Vous regardez juste les chiffres et vous dites, ah, ok, il a été le meilleur buteur de l'histoire du club, donc c'est fantastique. Oui, très bien, très bien. J'ai en mémoire les grands matchs, j'ai en mémoire les grands moments. Mais il y a aussi pas mal de déceptions. Il y a aussi pas mal de matchs qui ont été un petit peu ratés dans les grands moments. Il y a plus de positifs que de négatifs, incontestablement. Mais dans tout ce qui est lien humain, dans tout ce qui est affect, de ce côté-là, il y a un vrai manque. Ça, vraiment. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir été avec nous quelques instants. Je sais que vous allez longuement en parler sur l'antenne de nos amis d'RMC. C'est juste en face. Merci beaucoup, Daniel. Lionel Charbonnier, avant d'analyser, je parle à l'ancien gardien de but. Si vous aviez eu Mbappé, préparé face à un match, face à lui ou avec moi? Non, avec lui, face à lui. Non, mais pour qu'on se rende compte, c'est quelque chose qui vous aurait fait peur, que vous auriez préparé différemment? Juste pour qu'on se rende compte de son impact? Non. J'ai eu Ronaldo, le Brésilien, j'ai eu des mecs en face de moi hors normes aussi. Il fait partie de la 30, mais surtout non. Enfin, moi, c'est un aspect personnel. Alors, puisque vous évoquez les nôtres grands noms, vous le mettez où? Mbappé dans sa carrière. Monaco d'abord, puis le PSG, c'est 7 ans, 255 buts. Par rapport à ces grands noms, c'est pas fini. Ouais. Il est sur le toit du monde. C'est un joueur hors norme. Alors je suis pas trop d'accord avec Daniel. Moi, chacun ça son arrive avis. Souvent, hein. Oui, c'est le jeu. Je serai pas le premier, je serai pas le seul non plus. C'est ce qui est bien. Mais non, c'est un joueur hors norme. Je disais tout à l'heure que c'est par contre le seul joueur qui m'a fait pleurer. Honnêtement, je l'ai vu jouer en portant le maillot de l'équipe de France. Quand j'ai vu ce qu'il faisait et que j'entendais des gens ses détracteurs dire, mais on se rend pas compte de ce joueur, de ce qu'il est, de son talent, de tout. C'est la première fois j'ai dit, mais mince, ce joueur-là, il m'a tiré les larmes de bonheur, parce que c'est fabuleux d'avoir eu un joueur comme ça français à ce niveau-là. On a eu Zidane, on a eu Platini. Il est de cette trempe-là. Valentin, avant de faire le bilan de Mbappé, parce que je sais que tout le monde s'y attendait, donc de toute façon on a nos petits chiffres. 2 informations, il quitte le PSG et il quitte la France. C'est ça. Et la Ligue 1. Donc, on ne sait pas pour où, mais ce sera ça. Oui, on se doutait qu'il allait passer dans un autre club français. Déjà que le PSG écrase la France, effectivement. Il y a évidemment un club qui revient, c'est celui du Real Madrid, pour plusieurs raisons. Parce que Mbappé, depuis qu'il est tout petit, est un immense fan du Real Madrid. On a des photos de lui dans sa chambre. Quand il est gamin, il a des posters du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo notamment. Donc c'est son rêve. Il l'a dit ouvertement, Kylian Mbappé, il a un plan de carrière en tête également. Ça passe par le Real Madrid. Et puis ces dernières années, et c'est aussi pour ça que Daniel parlait de la relation un petit peu tumultueuse avec les supporters, Kylian Mbappé a déjà fait sentir, a déjà sous-entendu que le PSG, il voulait déjà le quitter 2021 par exemple. Il y a déjà des tensions parce que Kylian Mbappé ne veut pas aller au bout de son contrat et souhaite être vendu au Real Madrid. Quelques mois plus tôt, il y avait déjà eu des bruits en ce sens parce que voilà, Paris était en difficulté notamment sur la scène européenne. Lui voulait aller peut-être plus vite que le club, le Paris Saint-Germain, dans son plan de carrière. Donc voilà pour toutes ces raisons pourquoi, même si ça n'est pas officiel, et Madrid d'ailleurs a une finale de Ligue des Champions à jouer, c'est aussi sûrement question de timing. Kylian Mbappé devrait, sauf immense surprise, rejoindre la Maison Blanche comme on dit en Espagne. De nombreuses questions se posaient encore ce vendredi sur les circonstances dans lesquelles 2 policiers ont été grièvement blessés par balle dans les locaux du commissariat du 13e arrondissement de Paris par un homme interpellé qui s'est emparé d'une arme de service. Le point sur les derniers éléments avec Nicolas Laurent sur place. L'un des 2 policiers est désormais hors de danger, c'est la bonne nouvelle qui a été confirmée tout à l'heure. En revanche, inquiétude très forte autour de son collègue qui lui aussi a été grièvement blessé par balle. Ses jours sont toujours en danger ce soir. Pour revenir sur les faits, sur ce qui s'est passé au commissariat du 13e arrondissement, en fait, un individu a été interpellé un petit peu plus tôt pour des faits assez graves, on y reviendra, a ensuite été amené à l'intérieur du commissariat pour être fouillé, pour être contrôlé. Et c'est au moment de passer l'éthylotest que cet homme se serait emparé de
l'arme d'un des deux policiers avant d'ouvrir le feu sur son collègue qu'il blesse gravement à l'abdomen puis à la cuisse. Et une source qui a pu visionner les images de vidéosurveillance nous décrit ensuite le comportement du policier désarmé qui s'est rué sur l'assaillant, échange de coups de feu à ce moment-là, blessant à la fois l'assaillant et le policier. Cette même source qui a pu visionner les images nous parle d'une scène très violente avec beaucoup de sang. Pourquoi cet individu avait été interpellé? En fait, il aurait essayé de s'en prendre à une femme de 73 ans dans le 13e arrondissement de Paris, femme qu'il aurait blessée au bras et au cou à l'aide d'un cutter avant que les forces de l'ordre n'interviennent et ne le neutralisent avec l'aide d'un taser. Un mot sur son état de santé, enfin, pour conclure, puisque cet assaillant, lui aussi, je vous le disais, il a été blessé dans le commissariat, blessé à l'épaule, mais ses jours ne sont plus en danger. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Pompidou. Et écoutez l'avis de Mathieu Vallée, ancien commissaire de police et désormais candidat aux élections européennes sur la liste du Rassemblement national. C'est rare qu'un individu se saisisse l'arme d'un policier et tire dessus, j'ai envie de vous dire heureusement. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'ensauvagement du pays fait qu'un individu qu'on interpelle pour du droit commun passe dans un fait qui, aujourd'hui, coûte la vie peut-être d'un policier. J'ai trouvé que les policiers ont été d'un courage, d'un sang-froid exemplaire. Quand vous avez un individu qui se saisit de votre arme, qui vous tire dessus et qu'il faut maîtriser dans un espace confiné, c'est jamais simple. Quand j'entends est-ce qu'il devait pas être porteur de leur arme, est-ce qu'il a été sécurisé, est-ce que c'était le bon étui, tout ça, c'est des questions indécentes. William Maury, le délégué national Alliance Nuit, était l'invité de Céline Pitlet ce vendredi soir. Écoutez. On a un de nos collègues qui a été opéré longuement la nuit dernière, tout de suite après les faits. Son pronostic vital n'était plus engagé. Et on avait des nouvelles, on va dire rassurantes, si on peut parler ainsi, de la part du corps médical. Notre second collègue a été réopéré là dans la journée. Là, c'est un peu plus inquiétant dans le sens où on n'a pas de nouvelles à proprement parler du corps médical. On sait juste que son pronostic vital est toujours engagé, donc les blessures sont gravissimes. Comme je vous le disais hier soir, hein, là, c'est toute la maison police qui retient son souffle en attente de nouveaux éléments. Et voilà, de savoir comment vont se passer les prochaines heures. Oui, et c'est vrai que ces événements ont suscité une vague d'émotions importantes dans les rangs de la police. Ben, c'est des situations qui sont surréalistes, mais chacun peut faire un transfert parce que ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous. Un individu qui vous saute dessus, vous désarme et tire, forcément, tout le monde peut faire ce transfert-là. Tous les policiers peuvent se dire demain ça peut m'arriver. Aujourd'hui, la barrière entre les délinquants et les policiers et les agressions qu'on subit au quotidien, on voit bien hein, qu'on monte crescendo de jour en jour. Hein. Ça vous est déjà arrivé, vous, qu'un individu essaie de s'emparer de votre arme ? Oui, c'est des situations qui nous arrivent. Alors, c'est des situations qui peuvent arriver souvent quand on a des individus alcoolisés ou sur des interpellations qui tournent mal, où on est obligé de plaquer les individus. Voilà, on a toujours un individu qui va essayer de chausser notre arme. Ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver. Alors, je vais pas dire tous les jours, mais c'est des choses qui peuvent nous arriver. C'est pour ça que on fait très très attention dans les postures, et c'est ce qu'on nous apprend dans les écoles de police. Voilà, à jamais mettre en avant notre arme de service sur la voie publique ou quand on procède à des interpellations. Christian Flech, comment est-ce possible qu'un individu arrive à s'emparer d'une arme de service d'un policier? Il y a bien une sécurité, on imagine. Alors je pense que l'enquête sera intéressante pour essayer de comprendre le déroulé des faits. Ce sujet-là, Monsieur Maury me démentira pas, est pris en compte. C'est un risque qui est pris en compte dans l'équipement du policier. Et il y a des étuis avec des sécurités particulières qui, normalement, devraient empêcher, dans des conditions normales, qu'on puisse s'emparer d'une arme. Voilà, je sais pas là, évidemment, comment tout ça a pu se dérouler, mais comment dire, l'équipement du policier a intégré le risque qu'on essaye de lui arracher son arme. Si l'arme est à l'étui, et si l'étui est un étui extérieur, c'est-à-dire si l'arme est visible. Jean-Marie Godard, comment expliquer donc qu'un individu ait pu s'emparer de cette arme de service? Alors justement, c'est ce que l'IGPN, notamment dans son enquête, va essayer de déterminer, de trouver, parce que effectivement, comme l'a dit Monsieur Flech, l'arme normalement est dans un étui, et d'ailleurs les policiers en civil aussi, il y a des règles assez strictes qui ont été déterminées dans une instruction du IGPN en 2017 sur le port de l'arme
un rappel sur le port de l'arme de service et qui doit être détenu dans un étui, en tout cas qui est fourni par l'administration, et normalement cet étui est sécurisé. Donc c'est ce que va déterminer, c'est notamment ce que va déterminer l'IGPN dans son enquête, c'est-à-dire les conditions qui ont permis et dans lesquelles cet individu a pu se saisir de cette arme. Mais on notera également aussi que visiblement, d'après les informations qu'on a, c'est quand même l'immense réactivité des policiers qui ont tout de suite réagi et notamment du fonctionnaire qui a réussi quand même à désarmer l'individu alors qu'il avait déjà fait feu et que lui-même était blessé. À quelques semaines des élections européennes, les candidats battent plus que jamais le terrain. François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux Européennes, était à La Réunion pour parler sécurité et immigration. On l'écoute. Non, moi, vous savez, j'ai pas changé. Quand il faut dire les choses franchement, je l'ai toujours fait. Je l'ai fait au Parlement européen et je le fais aujourd'hui sur le terrain, comme pendant toutes ces années de mandat. Je crois que la politique, c'est d'abord un combat. Et en l'occurrence, j'ai, d'une manière très impulsive, décidé, en voyant les images de Sciences Po une nouvelle fois bloquées, que ça suffisait maintenant, que je ne voulais plus laisser passer. Et j'ai été sur place parce que j'étais tout prêt. J'ai été sur place pour dire à tous ceux qui bloquent aujourd'hui Sciences Po, tous ceux qui occupent nos amphis, que nos universités n'appartiennent pas à l'extrême gauche. Notre objectif, c'est d'avoir des eurodéputés. Hélène Touy, avocate et tête de liste du Parti animaliste aux Européennes, était sur notre antenne. Elle souhaite alerter sur justement le bien-être animal. On l'écoute. Notre objectif, il est clair, c'est d'avoir des eurodéputés. C'est un objectif qui est clairement accessible. Au Parti animaliste, nous estimons qu'aucun parti n'est à la hauteur des enjeux et de l'urgence qu'il y a à défendre les animaux. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons non seulement créé le Parti animaliste, et nous nous présentons à toutes les élections. Une offensive terrestre israélienne sur Rafah conduirait à une catastrophe humanitaire colossale. Déclaration faite par le secrétaire général de l'ONU au moment où les opérations militaires contre le Hamas dans cette ville surpeuplée paralysent l'entrée de l'aide dans la bande de Gaza. Les précisions d'Igor Saeri depuis Tel Aviv. C'est l'une des questions les plus sensibles, si ce n'est la question la plus sensible en Israël. Si vous voulez, il y a une partie de la population qui déteste Benyamin Netanyahou bien avant le 7 octobre et surtout après le 17 octobre, car Benyamin Netanyahou, son état-major, son gouvernement n'ont pas pu empêcher les attaques terroristes du 7 octobre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, Israël doit relever deux défis. Celui d'éliminer le Hamas pour assurer sa sécurité, car le Hamas représente une menace existentielle pour Israël. Et puis, il y a la question des otages. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette opération terrestre à Rafah, qui est en cours, eh bien, est indispensable, en tout cas d'après le gouvernement, pour éliminer le Hamas, et en même temps, elle met en danger nécessairement, forcément, les 130 otages qui officiellement sont toujours dans la bande de Gaza. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question quand je la pose aux Israéliens. Tous les samedis, il y a une manifestation des gens qui sont anti-Benyamin Netanyahou, qui sont anti-gouvernement, beaucoup trop à droite pour eux. Et en même temps, pour le moment, eh bien, il n'a pas d'autre choix que de continuer d'aller chercher ces otages. Et cette opération de Rafah pourrait être déterminante d'un côté comme de l'autre. Et Manon Aubry, tête de liste, la France Insoumise pour les élections européennes, a réagi. Elle souhaite maintenir la pression sur le gouvernement israélien pour imposer un cessez-le-feu. Écoutez. Il est mort à Gaza autant d'enfants en 4 mois que dans l'ensemble des conflits internationaux en 4 ans. Et vous avez vu, même le président Joe Biden, aujourd'hui, fait pression sur le gouvernement israélien qui attaque Rafah, au sud de l'enclave, là où se sont réfugiés à la demande du gouvernement israélien les civils, qui se font désormais absolument massacrer et bombarder par le gouvernement. Et le constat est similaire pour Guillaume Lacroix, tête de liste PRG. Moi, je crois que les colères, quand elles ont pour vocation de défendre les vies humaines d'innocents, sont toujours souhaitables. Quand les colères se transforment en violence, elles ne sont plus acceptables. Aujourd'hui, un cessez-le-feu doit être trouvé, mais il faut aussi entendre la situation. Vous avez un Hamas qui est un groupement terroriste, qui détient encore des otages, et une réponse de M. Netanyahou qui est clairement disproportionnée et, pour tout dire, insupportable. Il faut donc aujourd'hui vraiment trouver les conditions de la paix. Peut-être que ce que fait Joe Biden en ce moment peut y contribuer. Moi, je soutiens toutes les positions qui vont dans le sens d'un cessez-le-feu, qui respecte
respecte à la fois le peuple israélien, qui a été gravement attaqué le 7 octobre, et qui respecte aussi le peuple palestinien, notamment les innocents qui sont en train de mourir depuis maintenant plusieurs semaines sous les bombes. On doit pouvoir en sortir par le haut, mais ça ne pourra pas se faire avec des terroristes qui détiennent encore des otages, pas plus qu'avec une réponse disproportionnée comme celle de M. Netanyahou. Et en Ukraine, la journée de ce vendredi a été marquée par une contre-attaque russe dans la région de Kharkiv. Les forces ukrainiennes ont envoyé des renforts. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'armée ukrainienne s'était préparée à la repousser. Précision, Pierre Desmith. Kharkiv sous les bombes, au 807e jour de guerre. À l'est de l'Ukraine, cette localité stratégique à 30 km de la frontière russe est très régulièrement ciblée par l'armée de Vladimir Poutine. À l'aube, les pompiers sur place tentent d'éteindre les feux déclarés dans les habitations, au milieu des ruines d'autres bâtiments détruits par les bombes. Une escalade russe sur le front est, selon le ministère de la Défense ukrainienne. Au cours de la dernière journée, l'ennemi a utilisé des bombes aériennes guidées pour mener des frappes aériennes en direction de Vovchansk, près de Kharkiv. Dès le début de la nuit, les occupants russes ont augmenté la pression de feu sur la première ligne de notre défense avec l'appui de l'artillerie. Une offensive aérienne mais aussi terrestre, comme le confirme le président ukrainien. Il y a maintenant une bataille féroce dans cette direction, avec des tirs d'artillerie. D'après ce que je sais, à partir de 7-8 heures du matin, nous les avons accueillis avec des tirs, et je pense que nous avons maintenant arrêté l'ennemi avec des tirs d'artillerie. D'après The Kyiv Independent, l'attaque russe a tué et blessé plusieurs civils ukrainiens. Les populations restées sur place sont évacuées par les autorités ukrainiennes. Les forces russes cherchent aujourd'hui à créer une zone tampon dans la région de Kharkiv pour empêcher l'Ukraine de frapper la région russe de Belgorod, proche de la frontière et également très convoitée. Et on écoute l'analyse de Jérôme Klech, consultant défense BFM TV. Il s'agit en fait de la poursuite de l'offensive qui a été anticipée et prévue en fait et préparée depuis le mois de février, on pourrait dire, avec une mobilisation en masse. Et puis, pendant tout le mois d'avril, des frappes aériennes massives, 3500 bombes, 300 drones Shahid, 300 missiles de toute nature, côté russe, hein, j'entends bien sûr, missiles de croisière en particulier. Donc une campagne aérienne d'attrition massive. Et vient maintenant l'offensive terrestre, avec une synchronisation aérienne bien sûr. Offensive terrestre qui se fait d'abord par l'artillerie, et la suite logique, ce serait sans doute des chars et puis de l'infanterie. L'idée étant double, bien sûr, c'est la deuxième ville du pays, et puis comme le disait le reportage, c'est aussi une ville depuis laquelle les Ukrainiens frappent, entre guillemets, dans la profondeur du territoire russe, c'est-à-dire au-delà de la frontière, côté Belgorod, et frappe des stocks, des stocks de carburant. Voilà, ce qui est extrêmement critique pour la Russie et ce qui est vraiment un pouvoir de nuisance important que l'Ukraine joue sur Kharkiv. Donc l'enjeu, il est là. Après, c'est une continuité, et cette continuité, j'allais dire, elle se poursuit également sur le front, qui avance lentement. Le front derrière Kharkiv, sur la partie nord-est, sur l'axe Statofé, Krymina, Kupiansk, appuie derrière Kharkiv et avance progressivement. Des premières lignes de défense sont déjà franchies. Ces lignes de défense dont on parlait, les lignes Sourovikine côté russe, se reproduisent à l'identique côté ukrainien, tant elles ont montré leur efficacité côté russe. On rappelle pour nos téléspectateurs, ce sont des dents de dragon pour éviter les chars, ce sont des champs de mines, ce sont des tranchées qui ont vocation à constituer les premières lignes de défense. Donc sur cette trajectoire-là, la Russie avance, la Russie progresse. John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche, nous dit ce soir, oui, la Russie poursuit, oui, la Russie est dans ses avancées, mais elle ne progressera pas tant que ça. Attendons de voir quand même ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que certes, il y a eu l'aide américaine, 61 milliards, on le rappelle, il y a avec 400 millions aujourd'hui de nouveau. En plus, voilà, donc de la défense solaire, des missiles ATACMS, des missiles de longue portée, 300, 500 km pour frapper dans la profondeur, bien sûr, mais ça le permettra à l'Ukraine de résister. Évidemment pas de renverser le rapport de force, ce n'est pas le but des Américains et c'est pas non plus le but des Européens, mais même résister, il n'est pas sûr que ce soit acquis. Donc les premiers mois vont faire l'objet les mois à venir vont faire l'objet d'une attention soutenue. Et près de 3 semaines après s'être gravement blessé par balle, Kenji Girac donne de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux, comme nous l'explique Edgar Becquet.
sa première déclaration depuis sa blessure par balle. Et vous l'avez dit, c'est sur Instagram une communication directe puisque Kenji, on le rappelle, c'est plus de 2,5 millions d'abonnés sur Instagram. Donc une communication directe avec ses fans. Et surtout, le jour choisi n'est pas anodin. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2024 et ça fait 10 ans jour pour jour que Kenji a remporté la saison 3 de The Voice. C'était le 10 mai 2014. C'est l'émission qui véritablement a propulsé la carrière du chanteur. C'est d'ailleurs comme ça qu'il commence son message. J'aurais tant voulu vous rendre un peu de tout ce que vous m'avez donné en étant sur scène aujourd'hui pour fêter cet anniversaire, mais ce n'est pas possible. Et Kenji présente aussi à ses fans ses excuses. Je me suis longuement excusé auprès de ma famille et de mon équipe qui me soutient depuis le premier jour, mais je tenais en ce jour spécial qui a changé ma vie à m'excuser auprès de vous tous, car je sais toute la peine et le souci que j'ai pu vous faire. Et puis Kenji Girac donne également des nouvelles de son état de santé. Il explique qu'il se repose, qu'il se soigne pour revenir plus fort, ce qui laisse présager donc un retour du chanteur. Et il termine par « Je remercie le ciel d'être en vie ». On rappelle quand même que la balle a touché le thorax du chanteur. Ça a été compliqué pour Kenji Girac. Donc il termine par « Je remercie le ciel d'être en vie. Merci Seigneur, je vous aime ». Alors, autre réaction, cette fois-ci, celle de la compagne de Kenji, mère de leur fille, qui, elle, s'est exprimée il y a quelques jours dans la presse, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle s'est exprimée dans Le Parisien ce dimanche et elle a directement pris la défense de son mari. Elle explique: Kenji ne m'a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires, cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence de sa part. Et Soraya Miranda, donc qui est la compagne de Kenji, explique aussi avoir été un peu surprise des détails livrés par le procureur de la République. Au moment des faits, le procureur a donné une conférence de presse extrêmement longue et elle explique... fournie de détails sur leur vie. Beaucoup de détails sur la vie privée du couple. Et elle explique: je ne suis pas là pour juger le travail qui a été fait, mais j'ai été très étonné qu'autant de détails de notre histoire soient dévoilés sans que nous le souhaitions. C'est ce qu'avait expliqué également l'entourage, le manager du chanteur, quelques heures après la conférence du procureur de la République, en expliquant être étonné de tous ces détails. Et Soraya Miranda avait conclu donc son interview dans Le Parisien en expliquant: je souhaite un retour au calme après tout ce qu'il s'est passé. Et restez bien avec nous, dans un instant nous reviendrons sur cette information. C'est officiel, Kylian Mbappé quitte le PSG et quitte la France. La star l'a annoncé dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. A tout de suite.